Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour un nouvel invité de la rédaction. Martin Winkler est un médecin connu et reconnu, auteur de nombreux ouvrages primés, militant féministe, romancier, essayiste, rendu célèbre notamment grâce à cet ouvrage La maladie de Saxe, et diplômé de la faculté de médecine de Tours, ici chez nous, puis médecin de campagne dans la Sarthe. Et depuis le mois de septembre et jusqu'à la fin du mois d'octobre, il est reçu par la ville de Tours, ici dans la bibliothèque municipale, en résidence d'auteur, avec le soutien, entre autres, de l'agence cyclique Centre Val-de-Loire. Et il nous fait le plaisir de nous recevoir aujourd'hui. Bonjour Martin Winkler. Bonjour. Merci de nous recevoir presque chez vous, j'ai envie de dire. C'est la bibliothèque qui nous reçoit tous. Vous êtes là pour quelques temps, et depuis quelques temps, on va y revenir dans quelques instants. Mais on va commencer, comme d'habitude, par votre regard sur l'actu. Je vous propose de réagir à quelques faits qui se sont passés, notamment chez nous. Après la communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire, c'est la ville de Tours qui a voté et approuvé cette semaine l'instauration d'un congé menstruel pour ses agents. Vous qui êtes engagés, féministes convaincus, qu'est-ce que vous en pensez? Vous réagissez spontanément? C'est drôlement bien, c'est formidable. C'est par ces actes qu'on va progresser? Oui, et puis c'est par ces actes qu'on reconnaît l'importance d'un certain nombre de choses dans la vie des femmes que les hommes ne connaissent pas. Je veux dire, la vie des femmes, c'est plus dur que la vie des hommes. Et faire ce genre de choses, c'est le reconnaître et dire, bah oui, on veut faciliter la vie des personnes qui ont des problèmes matériels beaucoup plus fréquents, quoi. Dans le même temps, on observe quelques faits qu'on pourrait qualifier de rétrogrades. Récemment, des étudiants de la faculté de médecine de Tours, que vous connaissez, ont brandi lors d'une soirée une banderole sexiste avec un jeu de mots sur le GHB, communément appelé la drogue du violeur. D'abord, est-ce que vous en avez entendu parler? Oui, j'en ai entendu parler parce que, d'abord, on me l'a signalé avant même que j'arrive. Et puis, j'ai lu évidemment la presse à ce sujet. Et sur les réseaux sociaux, il en a été beaucoup question. Donc, je suis intervenu moi aussi pour dire que aujourd'hui, je trouve ça inadmissible. Enfin, et surtout dans le milieu médical, surtout les étudiants en médecine, s'il y a bien quelque chose qu'on devrait avoir intégré aujourd'hui, c'est le respect de tout le monde, et en particulier le respect des femmes. On a parlé de bizutage aussi lors de ces soirées. Alors c'est ça, c'est à partir du moment où vous établissez une sorte de rituel qui est un rituel souvent d'humiliation. On ne peut pas faire des rituels d'humiliation quand on prétend former des gens qui vont soigner. Le soin et l'humiliation, ce n'est pas compatible. Donc ce qui est vrai à l'intérieur de la structure des étudiants devrait être vrai pour tout le monde, et inversement. Ils devraient être respectueux entre eux et entre elles. Ça existait à votre époque? Vous êtes diplômé en 82, c'est ça? J'étais diplômé, j'ai fait ma thèse en 82, j'ai fait mes études à partir de 73. Oui, ça existait malheureusement, mais j'ai moi-même subi un bizutage avec beaucoup de mes camarades. Et c'est inadmissible. Encore une fois, comment voulez-vous enseigner à soigner à des gens que vous humiliez? Merci pour ce regard sur l'actualité. On va maintenant parler de vous, de votre actualité. Alors, on l'a dit, vous êtes diplômé de la faculté de médecine de Tours. 40 ans plus tard, vous voilà en résidence d'auteur dans cette même ville. Qu'est-ce qui vous a poussé à revenir? Alors, j'avais un projet de roman qui se passait en 1968 et en 1942. Au début, je voulais situer ça à Paris, et puis Paris, c'est pas une ville que je connais très bien. D'un seul coup, j'ai pensé, mais non, 1942, Tours est juste au-dessus de la ligne de démarcation, il y a eu des réseaux de résistance, il y a des réseaux de passage, il faut que je situe ça à Tours. Et donc, je me suis dit, comment je pourrais faire pour être là plusieurs semaines et faire de la recherche. Et donc, j'ai eu l'idée de contacter la bibliothèque de Tours en leur disant, voilà, il y a un organisme qui s'appelle Cyclique, qui finance des résidences d'auteurs. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un auteur en résidence pendant, alors en l'occurrence c'est 2 mois, et puis comme ça, moi en échange, j'aurais accès beaucoup plus facilement à beaucoup de documents sur l'époque, auxquels j'aurais pas facilement accès si je restais chez moi au Canada. Et alors la bibliothèque a accepté avec enthousiasme, on a monté le dossier tous ensemble avec Cyclique, et puis me voilà. Donc je suis très heureux, tout le monde est content, je fais des interventions un peu partout dans toutes les bibliothèques du secteur. C'est très agréable, je rencontre beaucoup de gens fascinants, je fais des visites et je recueille des documents beaucoup plus facilement que si j'étais encore une fois resté chez moi. Pour écrire un ouvrage, c'est ça une résidence d'auteur? C'est un travail préparatoire à l'écriture? Voilà, alors la résidence d'auteur, pour moi c'est un travail préparatoire. Pour la bibliothèque,
comment dirais-je, c'est une occasion d'animer des activités dans les différentes bibliothèques auprès des lectrices et des lecteurs sur des thèmes divers, parce que j'ai parlé de téléséries, ce soir on parle de romans historiques justement, j'ai parlé de santé des femmes, etc. Donc c'est aussi une manière de faire vivre le réseau des bibliothèques au travers de la présence d'un auteur, ou ça pourrait être un ou une artiste, hein, j'imagine que ça peut se faire avec beaucoup de personnes. Et c'est aussi une manière d'étendre le service public. Moi, je suis un utilisateur des bibliothèques depuis que j'ai l'âge de 8 ans, donc, ou 9 ans. Donc, pour moi, les bibliothèques, c'est un lieu essentiel, non seulement d'accès à la culture, mais de rencontre. Et j'ai toujours été un grand fréquentateur de bibliothèques, la bibliothèque de médecine aussi. Je faisais partie des meubles quand j'étais étudiant là-bas. Et donc, pour moi, c'est très important, en tant que personne qui a été nourrie et alimentée par les contenus des bibliothèques, qui a fait plein de rencontres là-bas, qui a travaillé dedans, de redonner. Et encore une fois, mais je reçois beaucoup. Hein, je veux dire, je fais ça. Comment dire, il y a une gratification mutuelle qui est très, très grande. Alors justement, comment ça se passe jusqu'ici? Est-ce que vous trouvez ce que vous cherchez? Je trouve absolument tout ce que je cherche et même plus, c'est-à-dire je découvre des choses que j'ignorais complètement. C'est ça qui est magnifique. Par exemple, sur l'histoire de Tours dans les années 40, j'ignorais, alors que j'ai vécu à Tours quand même plusieurs années, j'ignorais que toute l'entrée de Loire avait été détruite en 1940 au moment de l'arrivée des Allemands, que le pont avait déjà été détruit, enfin la première arche du pont avait été détruite, qu'il n'y avait pas d'eau, qu'il y a eu un incendie à la bibliothèque et qu'on ne pouvait pas l'éteindre parce qu'il n'y avait pas d'eau. Enfin, tout ça, ce sont des éléments qui, pour moi, remettent en contexte le roman que je veux écrire et dans la ville où je veux que le roman se déroule. Donc, ce sont des choses que j'ignorais puis que d'un seul coup auxquelles j'ai accès. Donc c'est formidable. Et il n'était pas question d'inclure dans votre roman des choses fausses? Il y a forcément des choses fausses, parce que les personnages sont imaginaires, mais je voulais que les personnes qui ont vécu cette période se reconnaissent dans la période. Hein. Vous savez, c'est comme quand on fait une reconstitution historique au cinéma. Vous ne voulez pas mettre des anachronismes, vous ne voulez pas mettre un téléphone, comment dirais-je, des années 80 dans un film de 1940. Hein, parce que tout le monde va dire, mais ça n'existait pas, ça. Mais en crédibilité, oui, on perd. Voilà. Donc là, c'est la même chose. C'est-à-dire, vous voulez faire une reconstitution historique dans un roman, vous voulez que... Parce que les objets, on ne les voit pas. Mais les faits historiques, eux, on peut les vérifier. Donc vous voulez que les faits historiques correspondent effectivement à la période et que, voilà, je ne vais pas faire promener mes personnages sur les bords de Loire en 42 en disant oh, « regarde la bibliothèque comme elle est belle ». Non, il n'y a plus de bibliothèque. En revanche, je peux les faire marcher le long des décombres et faire raconter qu'il y a eu un incendie, que ça a été terrible, etc. Parce que, pour moi, c'est une manière, justement, d'inscrire l'histoire dans une réalité qui elle-même est chargée, comment dirais-je, de narration, qui est chargée de sens. Ça vous guide dans l'écriture? Ça me guide dans l'écriture parce que... Alors, par exemple, on a fait une visite du musée du compagnonnage. Il y a au musée du compagnonnage, auquel je suis allé déjà 7 ou 8 fois au fil des années, il y a un objet qui va figurer dans le roman. Je ne vous dis pas lequel, mais cet objet très particulier qui va figurer dans le roman, j'avais besoin de savoir s'il était déjà au musée du compagnonnage qui a ouvert en 68 dans le musée du compagnonnage et dans les années 30 et avant l'incendie, il y avait une section avec des objets du compagnonnage au musée des Beaux-Arts qui a été détruit lui aussi. Et la documentaliste du musée du compagnonnage a regardé dans une publication de 1938 et elle m'a dit il y est. Et ça c'est merveilleux parce que je peux faire figurer cet objet qui est un objet réel à l'intérieur de mon roman en donnant donc une crédibilité, une plausibilité, même si c'est imaginaire. Vous verrez, c'est un objet dont les effets sont imaginaires, mais il est là. Donc les gens qui iront visiter le musée du compagnonnage et qui auront lu le roman pour dire « Ah, c'était ça alors !» Et c'est merveilleux. C'est purement, comment dirais-je, c'est une satisfaction personnelle de narrateur, mais c'est très très satisfaisant. Donc si je résume les infos, roman historique, années 40, Tours, pour l'instant c'est tout ce qu'on peut savoir.
Non, vous pouvez savoir qu'en fait, c'est aussi un roman... C'est à la fois un roman historique, un roman d'aventure et un roman fantastique, parce qu'en fait, le personnage principal, qui est une jeune femme, arrive en 68 à Tours, et elle est téléportée en 1942, parce qu'elle est à la recherche des traces de quelqu'un qu'elle connaît et qu'elle va retrouver en 1942. Donc il y a un côté fantastique, mais ça parle aussi beaucoup de la guerre, de la résistance, du rôle des femmes dans la résistance. Donc c'est quelque chose qui est aussi ancré dans la réalité. Ouais, il va falloir patienter un petit peu avant de le lire. Oui, un peu, oui. Alors, on sera patient. Pour terminer, je vous propose quelques questions autour d'un thème qui semble central dans vos rencontres. Vous l'avez notamment évoqué avec les jeunes du lycée Clouet à Tours, c'était le 1er octobre. Des lycéens qui aspirent à se spécialiser dans le service à la personne. Eh ben, c'est le détachement face aux violences dans le milieu médical. Vous vous êtes emparé de ce sujet il y a quelques années déjà. Selon vous, il ne faut pas trop se blinder face à ces violences. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas trop se blinder ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas se blinder par rapport aux souffrances des gens. Je crois que c'est parce que les médecins, on a enseigné aux médecins qu'il fallait se blinder et ne pas éprouver d'empathie vis-à-vis des personnes qu'ils soignent, qu'ils deviennent insensibles et donc brutaux. Il y a une histoire très simple, c'est que quelqu'un qui définit l'empathie de la manière suivante. La sympathie, c'est vous êtes au bord d'un trou, à l'intérieur du trou, il y a quelqu'un qui est coincé dans le trou. La sympathie, c'est vous lui dites « Ah là là, comme je suis malheureux pour vous ». L'empathie, vous descendez dans le trou avec. Et vous descendez dans le trou en attendant les secours. Ce n'est pas une manière suicidaire de se comporter. Non, on se met à son niveau. C'est une manière de se mettre à son niveau et d'attendre les secours, de lui venir en aide au moment où il est dans le trou. Bon. Mais ça nécessite de se mettre relativement, si vous voulez, au contact de la personne, de se mettre peut-être émotionnellement un peu en danger. On apprend à le faire, et on apprend à le faire sans que ce soit trop pénible pour soi, mais c'est indispensable. On ne peut pas soigner les gens si on n'est pas à leur niveau, si on n'est pas en empathie avec eux. Si on décide de ne pas être en empathie, on va leur imposer des choses sans se rendre compte que ces choses sont peut-être extrêmement brutales et extrêmement violentes. C'est un thème que vous avez abordé en 2016 dans Les Brutes en blanc, 8 ans après la publication de cet ouvrage. Qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est les exigences exprimées des personnes soignées qui n'hésitent pas, encore une fois, à s'exprimer sur les réseaux sociaux, à s'exprimer même vis-à-vis des professionnels. Là, j'ai signé à plusieurs reprises, parce qu'il y a 2 livres qui sont sortis cette année, j'ai signé à plusieurs reprises, et j'ai vu à plusieurs reprises des femmes de tous âges venir me voir. Il y en a une, il y a 2 soirées au Havre, qui vient me dire, écoutez, j'ai 34 ans, ça fait 17 ans que je vous lis, parce que j'ai commencé à vous lire quand vous mettiez des informations sur la contraception sur votre site internet, et que, muni de ces informations, je suis allé voir mon gynécologue en disant, je veux me faire poser un stérilet. Là, vous avez gagné. C'est pas que j'ai gagné, c'est que les personnes qui ont accès aux informations ont gagné. Et moi, j'ai toujours pensé que ce que je sais est fait pour être partagé. Et il est fait pour être partagé de façon à ce que les personnes s'emparent des informations pour décider de leur vie. C'est pas moi qui décide de la vie des autres. Je veux que les gens aient les outils qui leur permettent de décider de leur vie. Donc, quand vous faites quelque chose comme ça, et qu'effectivement les gens vous disent « ça m'a rendu service », vous dites « j'ai fait mon boulot ». J'ai fait mon boulot. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Martin Winkler, merci à vous. de nous avoir reçus avec la bibliothèque, évidemment. Et on attend avec impatience la sortie de cet ouvrage dont l'intrigue se déroule à Tours. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel invité de la rédaction. En attendant, passez un excellent week-end sur TV Tours Val de Loire.